I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous. Faut-il arrêter de rêver Facebook, Google ou Amazon? Faut-il arrêter de rêver du modèle américain des startups? Aux États-Unis, le doute s'installe. Le nombre de créations de PME américaines est en baisse. Les entrées en bourse des startups font du surplace. La liste des licornes, ces startups valorisées plus d'1 milliard de dollars, commence à s'apparenter à une liste de vieilles gloires. Pendant ce temps, en France, on se rêve en Startup Nation. Au Maroc, seulement 20% des startups deviennent des PME au bout de 5 ans. Alors, est-ce la fin du modèle start-up et quelles alternatives? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Frédéric Michel Chevalier, bonjour. Bonjour Landry, bonjour Amine, bonjour les auditeurs. Vous êtes CEO légal e-Services Maroc. Amine Dury, effectivement avec nous, bonjour. Bonjour Landry, bonjour Frédéric Michel. Responsable PME chez Inforisque. En deuxième partie d'émission, nous parlerons digitalisation de l'administration. Le Forum national de la haute fonction publique s'est ouvert hier avec un message du roi Mohamed VI en faveur de l'efficacité de l'administration et de la reddition des comptes. Où en est-on aujourd'hui au niveau de la digitalisation de l'administration? Peut-on aller plus loin? Jusqu'où aller? Et pour quels résultats? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Les décodeurs atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité, vos réactions, vos questions sur la page Facebook ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Est-ce la fin du modèle américain des startups, Frédéric Michel Chevalier? Oh, vous savez, on en parle beaucoup. J'écoutais avec attention l'introduction de l'émission. Des Amazon, Facebook, Google, il y en a pas tant que ça non plus par rapport au phénomène. Moi, je pense que avant de Justement, aujourd'hui, c'est gros qui avalent les petits, peut-être. Oui, alors justement, il y a plein de choses à dire sur finalement à quoi sert la start-up ou ce qu'est une start-up. Je voudrais qu'on reparte de la définition. Qu'est-ce que c'est une start-up? On traduit ça par jeune pousse. C'est une entreprise normalement innovante, à forte croissance, rapide, et qui pour cela a besoin de beaucoup de financement. Bon, ce modèle-là, il peut aussi marquer le pas, parce que si on prend les années 2000 ou la fin des années 90, c'était un modèle fric. Et la question est de savoir aussi pourquoi on se lance dans l'aventure d'une start-up. Il y a ceux qui veulent changer le monde. Et effectivement, Zuckerberg a changé le monde avec Facebook, Apple a changé le monde avec l'iPhone et puis iTunes, et Tesla va changer le monde aussi d'une certaine mesure, et il y en a encore, et il y en aura encore. Et puis il y a ceux qui se sont lancés là-dedans pour faire de l'argent rapidement, forte croissance, fort financement. Vous avez les serial entrepreneurs, qui étaient les modèles des années 90, et qui avaient pour but de lancer une boîte, de faire un maximum d'argent et de lever un maximum de fonds et de faire un maximum d'argent sans pour autant forcément être rentable, parce que la plupart, il faut quand même le reconnaître, Amine dira certainement quelque chose là-dessus, ne dégageaient pas un cent de profit, voire pour certaines même pas de chiffre d'affaires, mais dont le but était de sortir en valorisant la boîte et en partant avec un gros chèque et puis en recommençant une autre. Ces gens-là, vous savez, j'ai passé 8 ans au MEDEF, ce ne sont pas des entrepreneurs, c'est une autre forme de spéculateur. Donc voilà, déjà, il faut savoir desquels on parle. Et puis après, toujours sur le fait de changer le monde, je crois qu'il y a un rôle aujourd'hui dans un monde qui a évolué, c'est-à-dire que la start-up doit changer le monde, mais apporter une sorte de monde meilleur. On pense à tout ce qui est RSE, développement durable et autres. Deuxièmement, je suis convaincu que les startups sont le levier de la transformation digitale des grandes entreprises qui ne sont pas assez agiles et qui ne savent pas le faire. Et là, elles ont encore un avenir. Maintenant, l'argent facile, je crois qu'on a passé le cap. Ouais. Mais il y a aussi une deuxième question, ou c'est peut-être la question qui vient juste après cette question, est-ce la fin du modèle américain des startups? C'est qu'aujourd'hui, on a assisté à la naissance de gros champions, Facebook, Google, Amazon, Apple, qui ont avalé des startups. Par exemple, Facebook, c'est WhatsApp ou Instagram. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pratiquement pour des petites championnes comme les startups. Il y en a qu'une seule qui résiste, entre guillemets, c'est Snapchat, et on voit que Snapchat a accusé le coup en 2017, même s'il y a une hausse au niveau du nombre d'utilisateurs. C'est difficile aujourd'hui pour une start-up de grandir, principalement aux États-Unis. On voit un recul de la création, notamment des PME, Amine Dury. Alors c'est peut-être vrai aux États-Unis, ça l'est à mon avis beaucoup moins en Europe, où l'élan entrepreneurial est beaucoup plus important aujourd'hui, la création de start-up.
Vous avez cité en début d'émission le fait que les plus gros mangeaient les plus petits. Moi, je dirais plutôt que ça, et pour moi, ça reste une maxime qui est toujours vraie, c'est le plus rapide qui mange les plus lents. Donc, il y a de la place pour les startups innovantes qui arrivent et qui sont capables après de court-circuiter les plus gros. Ça me rappelle une époque, c'était justement le début des années 2000. Je sortais de l'école, jeune, fraîchement diplômé, je rentre dans un fonds d'investissement justement startup innovante, et je trouve que c'est un peu la même époque qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire il y avait ce même élan entrepreneurial, tout le monde voulait créer, il y avait des financements partout, et il suffisait simplement d'avoir une idée, de dire voilà, je crée un site communautaire, ça va engendrer tant de visites sur le site et ça valait tout de suite des millions et l'argent pleuvait. Et on s'est rendu compte au bout de quelques temps que il y a eu beaucoup de faillites. Tout ça s'est cassé la figure au bout de 2 ans, c'est-à-dire que dès 2002, il y a eu un crash, tout simplement parce que les valorisations se sont écroulées. Aujourd'hui, on est un peu dans la même époque, c'est-à-dire que, ok, certains me diront que c'est plus la même chose. On n'investit pas sur des sites communautaires. À l'époque, c'était Yahoo qui était le modèle de référence. Aujourd'hui, on investit davantage sur de la technologie, mais malgré tout, le fond du problème, c'est quoi? C'est qu'un projet doit être avant tout rentable. Il doit rapporter de l'argent. Il peut être valorisé des milliards, rapporter des milliards de chiffre d'affaires, mais tant qu'il ne dégage pas de résultats nets, ce projet ne vaut rien. Au fond, quand on parle de la fin du modèle de start-up américain, alors ça c'est ce que disent certains experts du milieu dans la Silicon Valley, est-ce que il n'y a pas une illustration déjà faite quand on voit que le nombre de PME aux États-Unis est en baisse, quand on voit que les États-Unis sont sortis du top 10 de l'indice mondial justement en termes d'innovation, la France a fait son entrée dans le numéro 9, Frédéric Michel Chevalier, est-ce que finalement la Silicon Valley aujourd'hui n'arrive plus à innover? Je ne sais pas si elle arrive plus à innover. Est-ce que c'est plus l'Asie finalement qui commence à prendre la relève des États-Unis? Vous savez, on voit aujourd'hui les conséquences d'un monde devenu multipolaire. Le modèle de la Silicon Valley était l'héritage d'une Amérique dominante économiquement, militairement, technologiquement, et on voit émerger en Asie et demain, j'espère aussi en Afrique, de nouvelles puissances qui vont rééquilibrer les choses. Maintenant, encore une fois, et là je rejoins Amine, on a beaucoup parlé de nouvelle économie, mais la nouvelle économie, c'était l'économie de la bulle Internet, et puis visiblement les leçons n'avaient pas été suffisamment tirées et on a continué. Je me souviens en 2007, quand on voyait des start-upers en France, au lieu de comparer le chiffre d'affaires ou même l'innovation, ils étaient en train de se comparer et de se classer par rapport au volume des levées de fonds. On le voit encore aujourd'hui. Quand on veut dire, tiens, dans notre domaine, dans la legal tech, quand un des indicateurs annoncés comme une réussite, qui à mon sens n'en est pas, c'est regarder l'augmentation des levées de fonds en France. Bon, mais tout ça, c'est de la bulle. La nouvelle économie, d'abord, elle est plus si nouvelle, parce que 20 ans après, on pourra enlever le mot nouveau. Mais la nouvelle économie, elle doit rejoindre, les principes fondamentaux de l'économie réelle, c'est-à-dire effectivement de créer de la richesse, créer de la valeur et tant qu'à faire, créer du profit. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'on n'innove plus? Est-ce que vous connaissez Boom? Ça me dit quelque chose de non rapidement, dites-moi. Boom Supersonic, c'est l'inventeur du successeur du Concorde. C'est une start-up qui a mis au point un avion qui va emporter 55 passagers à Mach 2,2, donc qui est plus rapide que le Concorde, qui a fait ça très rapidement. Les vols d'essai sont prévus pour cette année et je crois 2-3 ans après l'entrée en exploitation commerciale. C'est une start-up qui a été innovante et dans sa méthode, et dans le produit créé dans sa méthode, mais par exemple, elle a recours à l'impression 3D pour développer un certain nombre de pièces. Donc en allégeant l'avion, d'un côté, elle va créer un modèle d'avion supersonique plus économique. Le Concorde, c'était son problème, c'était sa consommation. Deuxièmement, en utilisant les technologies du digital, elle a mis au point l'avion beaucoup plus vite en termes de programme que ce que sont capables de faire Airbus ou Boeing. Et finalement, sans rien demander à personne, elle a déjà montré, ils appelaient ça Baby Boom, c'était la maquette 1/3 opérationnelle, ils l'ont déjà montré au Salon du Bourget. Donc on peut pas dire que ça n'existe plus. Là, je vous entendais parler de Snapchat et tout ça, c'est le microcosme des réseaux sociaux, qui par l'influence des réseaux sociaux est surreprésenté dans le débat. Mais il y a des startups industrielles. Moi, je me souviens, j'ai découvert tout à fait par hasard, je sais pas s'il est à l'état de startup, mais au moment de la COP 22 ici au Maroc, ce prototype qui avait de voitures
qui ressemble à une belle voiture de course que tout le monde pourrait rêver d'avoir et qui a été mis au point par des étudiants ingénieurs marocains. Donc il y a véritablement potentialité à faire des choses. Amin Diori. Oui, alors aujourd'hui on se concentre effectivement sur la Silicon Valley, peut-être qu'effectivement le poids des GAFA aujourd'hui est prépondérant aux États-Unis, mais je veux dire il y a encore des pôles d'innovation. On parlait là dans une autre émission de la Suède notamment, la France qui est en train de croître dans ce domaine-là, la Chine aujourd'hui. Enfin, il y a quand même beaucoup plus d'endroits où on continue d'innover. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il va être difficile peut-être d'innover dans le domaine des applications, dont on sait que peut-être elles vont être avalées par les GAFA, et dans le domaine des réseaux sociaux, dans le domaine du numérique, mais plutôt dans d'autres domaines comme par exemple l'aéronautique, l'intelligence artificielle. La santé aussi. Ouais. En termes d'absorption de ces pépites, c'est aussi pour cela que le gouvernement français réfléchit aujourd'hui à classer le secteur des nouvelles technologies comme secteur prioritaire, qui ne pourrait pas, protégeable en tout cas, à l'instar de la loi Montebourg de 2014, il me semble, qui classait un certain nombre de secteurs comme non touchables, par exemple l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, on parle de la data, on parle des nouvelles technologies, justement afin de protéger ces nouvelles pépites et de faire en sorte qu'elles ne soient pas absorbées demain par un GAFA. Ouais, donc on voit, en fait, clairement, Frédéric Michel Chevalier, il faut arrêter de regarder Facebook, Google, Amazon. Il faut arrêter de rêver de ces anciens qui maintenant ont 10, 15, voire 20 ans. Oui, ce modèle-là, mais il faut arrêter de centrer le débat sur la question des réseaux sociaux, parce que Instagram c'est gentil, mais ça change pas le monde, ça apporte pas grand-chose, et Facebook l'a simplement racheté parce que ça menaçait sa position dominante sur le partage de photos. Donc il est clair qu'à partir du moment où il y a eu l'IPO de Facebook, ils se sont retrouvés assis sur un énorme tas d'argent, et dès que quelque chose gêne, on achète. Alors on le voit comme ça, puis parce qu'il y a cette espèce de fantasme autour des GAFA, mais je pense qu'on ferait mieux de s'occuper à créer d'autres plateformes et des méta-plateformes autour des États ou dans des sous-régions, comme l'Afrique de l'Ouest, mais c'est vrai pour l'Europe aussi, en allant un peu plus vite. Regardez comment il s'appelait déjà ce moteur de recherche européen. Super projet étatique financé par l'Union européenne qui a jamais rien donné, parce que déjà il a mis trop de temps, parce qu'il n'y a pas la souplesse, il n'y a pas l'agilité. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Amin Diori. Rebonjour. Bonjour. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. Frédéric Michel Chevalier également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour. CIO Legal e-Services Maroc. Est-ce la fin du modèle américain des startups? Pour vous, non, messieurs. C'est ce que vous nous avez dit en première partie d'émission. Il y a encore de la place pour l'innovation, même si, effectivement, aux États-Unis, on remarque un ralentissement des créations d'entreprises au niveau des PME, et puis peut-être un blocage au niveau de l'innovation dans le milieu des réseaux sociaux. Dû notamment au rachat en masse ces dernières années de start-up de la part des GAFA. On va s'intéresser à la France et puis au Maroc. Amin Diori, peut-être le cas du Maroc, avec une étude que vous avez sortie récemment qui montrait que finalement aujourd'hui au Maroc seulement 20% des start-up qui arrivent à se mettre à avoir le statut de PME au bout de 5 ans. Exactement, ça veut dire concrètement que 80% des entreprises créées après 5 ans restent toujours un rythme inférieur à celui un rythme de TPE, c'est-à-dire un chiffre d'affaires de moins de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Mais cette étude est une étude sur les startups de manière globale, c'est-à-dire qu'on ne distingue pas les startups innovantes des startups les entreprises classiques. Oui. Maintenant, le Maroc, il est évident que il a énormément de pépites. J'en ai rencontré quelques-unes hier. J'étais au Technopark, le Factory aussi qui vient d'ouvrir il y a quelques jours et qui est en open space et qui permet de voir un certain nombre de projets hyper innovants. Vraiment, on voit qu'il y a de la matière aujourd'hui et que le Maroc abrite un certain nombre de pépites. Et tout ce que j'espère, c'est qu'ils trouveront le financement nécessaire pour croître, parce que malheureusement, on est très bon pour avoir des idées, mais un peu moins pour apporter le financement nécessaire et leur permettre que le projet devienne une société et demain devienne un Facebook ou un GAFA. Est-ce que la solution, Frédéric Michel Chevalier, pour les startups marocaines, c'est d'aller regarder ce qui se fait en France? On a vu une curiosité, notamment de la part des Espagnols, des Anglais, de la French Tech lors du dernier salon mondial de l'innovation aux États-Unis. D'ailleurs, ici au Maroc, on nous disait, pour la délégation marocaine qui était aux États-Unis, bien qu'on
réfléchissait peut-être à un modèle de la Marocaine Tech. Est-ce que c'est peut-être une idée à investir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour booster l'univers start-up? Je crois qu'effectivement, alors au Maroc, il y a plusieurs choses. Il faudrait remettre le terme start-up à sa place parce que j'ai l'impression que dès lors qu'on crée une entreprise, c'est une start-up. Il suffirait de mettre, je caricature volontairement, mais 3 néons dans un shawarma et on serait capable de dire que c'est une start-up. Bon, ça c'est pour la seconde de caricature. Mais ce que je veux dire, effectivement, je reviens sur la définition, entreprise innovante à fort potentiel de croissance. Donc une start-up ne peut pas être une start-up si au bout de 5 ans, elle n'est pas encore accédée au statut de PME. C'est la limite un petit peu de l'étude. Donc ce sont des TPE qui se créent et là on peut parler de dynamisme entrepreneurial. Si on revient sur l'histoire des start-up, il faut absolument fonctionner en matière d'écosystème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives dispersées ou d'initiatives que l'on veut générales sur l'entrepreneuriat, sur le numérique. Moi j'en ai fait les frais ces dernières semaines et où on ne voit pas que finalement il faut développer des verticalités d'excellence dans le domaine des green tech, dans le domaine des fintech, puisque le Maroc s'ouvre maintenant, on en avait parlé la semaine dernière, à toutes les solutions de paiement mobile, dans le domaine de la legal tech, ça c'est pour plaider pour ma paroisse, et dans des tas d'autres domaines. Pourquoi pas dans le domaine de la santé? Il y a une problématique de santé au Maroc et de mise à niveau. J'ai lu quelques articles cette semaine sur la mise à niveau du système de santé. Peut-être faut-il se demander si justement, en regardant ce qui se passe dans l'e-santé, on pourrait pas griller quelques étapes. Je veux pas prendre des devants sur ce que je vais dire dans le deuxième sujet, mais j'ai lu avec plaisir un titre qui était le transformation digitale. Le Maroc devrait s'inspirer du modèle de l'Estonie. J'en parlerai tout à l'heure. Mais quand on regarde ce que ce petit pays a fait en une vingtaine d'années grâce au digital et comment il a su compenser les handicaps de sa taille, de sa position géographique ou autre, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'inspirer. Amine Diouri, est-ce la fin du modèle start-up de manière globale? Non, clairement. Aujourd'hui, on voit en France qu'il y a une volonté politique d'Emmanuel Macron, notamment de faire de la France une Startup Nation. Mais à côté, en parallèle, il y a un livre qui sort et qui fait du bruit dans l'Hexagone. Ce livre, ça s'appelle Startup, arrêtons la mascarade, et qui montre clairement que peut-être qu'il y a une bulle au niveau des startups et l'envers du décor qui est moins appréciable que le rêve que beaucoup de jeunes se font. Exactement, parce qu'on véhicule un peu l'image. On voit l'image des jeunes qui bossent, par exemple, à Google, Facebook, les jeunes qui jouent devant un baby-foot, qui réfléchissent tranquillement à quelques projets qu'ils pourraient lancer. Or, l'envers du décor, c'est pas tout à fait ça. C'est quand même beaucoup plus dur. Et puis, on parlait tout à l'heure de réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est qu'à un moment donné, si vous n'avez plus de trésorerie, votre projet, il a beau être le plus fabuleux du monde, il va s'arrêter net. Et c'est à ça qu'aujourd'hui sont confrontés beaucoup de start-upers. C'est-à-dire qu'ils ont une idée, ils ont eu un financement initial, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas si compliqué que ça de trouver du financement. Et d'ailleurs, je lisais un article tout à l'heure, il était dit clairement, il est désormais plus simple de trouver un financement qu'une bonne idée. Pour vous dire que l'argent est tellement abondant qu'on peut financer n'importe quel projet. Peut-être pas encore au Maroc. Alors, je parle pas du Maroc, du cas du Maroc. Je parle là, c'est effectivement spécifiquement de la France. Mais après ça, une fois que vous avez trouvé le premier financement, l'idée c'est de durer. C'est pas de faire du cash burn. Au bout d'un an, vous avez tout brûlé, il vous reste plus rien des fonds propres que vous avez levés. Et là, votre projet, c'est un projet mort-né. Et c'est ça l'envers du décor. Ouais, aux États-Unis, Frédéric Michel, en Chine, pardon, le business model un petit peu des startups asiatiques aujourd'hui, c'est copier ce qui fonctionne du côté des Occidentaux, notamment aux États-Unis et en Europe, plus du côté des États-Unis, et puis lancer ça sur le marché asiatique. Est-ce qu'il n'y a pas une alternative du côté du Maroc justement pour l'Afrique là? Certainement. Bon, la Chine a copié pour des raisons politiques, pour sur l'influence, mais on pourrait réfléchir de la même manière en se disant comment l'Afrique pourrait gagner un minimum d'influence. On peut s'intéresser dans le domaine de la legal tech, c'est ce qu'on essaye de faire, disons en faisant un benchmark de ce qui existe et regardons comment on peut le transférer localement en Made in Africa. Et puis en même temps, travaillons sur, parce que la deuxième facette du modèle chinois, c'est d'abord copier et après innover beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que les autres. Mais pour cela, je pense qu'il faut que l'Afrique se pense dans son ensemble, dans des coopérations au niveau des sous-régions, voire du continent, parce que le gros avantage de la Chine, c'est la taille de son marché.
Ouais. Un milliard. Quand on est un petit pays qui a pas beaucoup de marché, c'est difficile parce que le financement, ça vient. Enfin, il y a un moment dans l'économie, et ça, je pense qu'Amine sera d'accord avec moi. Le financement vient du client. Une entreprise se construit autour du client, pas autour de la bonne idée, pas autour du financement. Exactement. Dernier point sur le financement, le fonds Innovinvest au Maroc, c'est 700 millions de dirhams. Donc, si je me trompe pas, ça fait 70 millions d'euros, même un peu moins maintenant. Quand on regarde le montant des levées de fonds annoncées en Europe ou aux États-Unis, bah, ça représente 2-3 levées de fonds. Oui, mais on part de rien aussi. Oui, on part de rien, mais je veux dire, le modèle, la question de Landry qui était quel modèle de développement, effectivement, il y aura quand même la question financière qui se posera parce que, comme dit Amine, surtout si on fait de la R&D, ça coûte de l'argent, on peut passer 2-3 ans sans produit, donc effectivement sans chiffre d'affaires, mais ça c'est normal dans cette phase de R&D, ça coûte toujours plus, et il y a un moment, voilà, quand on n'a plus de trésorerie, de fonds de roulement... En tout cas, c'est vrai qu'il est attendu, ce fonds Innovinvest, ça y est, les fonds arrivent. Donc, c'est un progrès déjà. On va voir. Amine Diori, c'est une très bonne chose parce que ces 700 millions, ça permet de construire quoi? Il manquait des briques, il manquait des venture capital, il manquait de l'amorçage, il manquait aussi des clusters, des incubateurs. Là, tout ça aujourd'hui est fédéré autour de la CCG qui est maître d'œuvre de ce projet. Donc voilà, maintenant on a une brique financement, on a une brique accompagnement. Ça permettra à nos projets qui sont aujourd'hui dans les technoparcs de mieux être accompagnés, d'être mieux financés. Je voulais revenir sur un mini point, c'était celui du développement du digital en Afrique. Il y a comme un point majeur qui pour moi reste à lever, c'est la question des infrastructures. Qui dit digital dit derrière qu'il faut un réseau internet qui soit développé sur le continent, et c'est pas encore le cas aujourd'hui. Ouais. Et puis on voit Google et Facebook qui justement s'intéressent à ce volet connexion du continent africain et aussi de l'Inde. 9h45 sur Atlantique Radio. Dans un instant, on va parler digitalisation de l'administration marocaine. Jusqu'où peut-on aller? On va aborder ce sujet juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. C'est parti. Coup de cœur, coup de gueule. Frédéric Michel Chevalier, coup de gueule ou coup de cœur, qu'est-ce que vous nous avez choisi? Ce sera rapide, ce sera un coup de gueule à propos de l'arrêt de la Cour européenne de justice sur l'accord de pêche du Maroc. J'écoutais les décodeurs hier avec beaucoup d'attention. Effectivement, ça risque de créer jurisprudence et donc je pense qu'il faut réagir assez vite. Mais c'est vrai que ça devient un petit peu fatigant, cette côté de on avance, on recule, voilà, et de pression diplomatique, voilà. Amine Diori, coup de gueule, coup de cœur? Donc moi, ce sera un coup de cœur. J'entendais avec grand intérêt la semaine dernière donc l'annonce du gouverneur de la Banque centrale qui annonçait que le crédit de bureau allait être élargi désormais aux télécoms, aux opérateurs télécoms et aux régies d'eau et d'électricité. Donc c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, la centrale des risques existe uniquement pour le marché bancaire. Demain, on va élargir avec d'autres données qui vont être très intéressantes pour mieux mesurer la solvabilité des clients. Et donc réduire le niveau de risque que connaissent aujourd'hui les banques. Amine Diori, responsable PME chez Inforisque, Frédéric Michel Chevalier, CEO Legal e-Services Maroc, ce sont vos deux décodeurs, ils reviennent dans un instant. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fédération Royale Marocaine d'Athlétisme organise la 4e édition du Marathon International de Rabat. Challenge, esprit de compétition et émotion au rendez-vous pour le marathon, le semi-marathon et la course de 10 km. Inscrivez-vous vite à la Fédération Royale Marocaine d'Athlétisme ou aux différents guichets d'inscription. Rendez-vous le dimanche 4 mars 2018 pour un rendez-vous sportif international. Pour plus d'informations et inscriptions, visitez mirabat.ma. Le Marathon International de Rabat, votre course, votre challenge. Coup de cœur, coup de gueule. Bon, ça, c'est les allées du direct, c'est pas coup de gueule, coup de cœur, mais c'est la suite des décodeurs Atlantiques. Bienvenue si vous nous rejoignez. Deuxième sujet ce matin, toujours avec Frédéric Michel Chevalier, CEO Legal e-Services Maroc, et Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. On parle digitalisation de l'administration. Jusqu'où peut-on aller au Maroc alors que se tient depuis hier le Forum national de la haute fonction publique avec un message du roi Mohammed VI hier en faveur de l'efficacité de l'administration et de la reddition des comptes. On va se poser la question jusqu'où on peut aller, mais d'abord, où en est-on? Amine Diori, au niveau de la digitalisation de l'administration, on a vu quand même pas mal d'initiatives aujourd'hui. Ça reste encore timide ou c'est plutôt un bon départ?
Alors, en termes d'initiative, aujourd'hui, moi, je voudrais souligner, par exemple, on parlait récemment de la nouvelle plateforme création d'entreprise qui va fédérer les différents acteurs de la création derrière l'OMPIC. Il y aura sur cette plateforme, on trouvera la CNSS, on trouvera la DGI, donc c'est déjà une très bonne chose. Mais bien avant cela, il y avait aussi la DGI qui a fait un formidable travail en amont en matière de dématérialisation de ces processus. C'est le bon élève. La DGI. Ah oui, peut-être clairement. le meilleur élève en matière de digitalisation de l'administration. Ils ont fait un très bon boulot et puis son directeur, Monsieur Farage, a initié très vite la digitalisation de son administration et ça a été bien fait. Ouais. On voit également des initiatives donc dans le domaine de la création d'entreprise, dans le domaine des services aux citoyens, puisque notamment dans tout ce qui est réclamation aujourd'hui de certains documents civils, on peut très bien les demander directement sur le net, même si cela prend parfois un peu de temps. En tout cas, c'est un début. Il y a eu, clairement on peut le dire, un échec du plan Maroc numérique 2015. Il y a un plan Maroc numérique 2020 qui vient d'être activé avec une agence du développement du digital qui est maintenant officiellement lancée, Frédéric Michel Chevalier. Et là, on voit clairement qu'il y a des plans massifs pour rendre service aux citoyens de manière plus efficace. Oui, je crois que ça c'est un axe majeur. En fait, la question c'est de se dire, on fait pas de la digitalisation pour faire de la digitalisation, et donc l'enjeu c'est de se dire que l'administration doit contribuer à ce nouveau modèle de développement économique que l'on appelle. Donc ça doit être un facilitateur. On ne doit pas être constamment pris dans des contraintes de paperasserie ou même de complexité. Il faut pouvoir aller vite. On parlait des startups qui doivent croître très rapidement, et c'est pour ça quand j'ai vu jusqu'où peut-on aller, j'ai envie de dire jusqu'en Estonie, un petit pays de 2,5 millions d'habitants, ouais, qui en 20 ans a complètement construit un modèle de développement. Qui se souvient que Skype, à l'origine, avant d'être acheté, est une start-up estonienne. Ouais. Mais en dehors de ça, sur le plan de l'administration, ils ont tout digitalisé. Ils ont même inventé un concept de e-citoyenneté qui permet à n'importe qui de déposer sa candidature, d'avoir une carte. Alors ça donne pas la nationalité ni la possibilité de passer les frontières, mais ça donne une carte avec une authentification d'identité très forte, et on peut créer de chez soi en une demi-heure une entreprise, ouvrir un compte en banque. Et toute l'administration est faite comme ça, en utilisant la blockchain. C'est vrai que c'est un pays qui est très en avance là-dessus. Donc je crois qu'il faut repenser l'administration comme facilitateur du nouveau modèle de développement économique, et d'autre part penser en termes d'expérience client. Et je pense que si on lit le discours de Sa Majesté entre les lignes, c'est là que le digital apporte quelque chose. C'est comment, ce qu'on a vu dans les applications commerciales et autres, comment est-ce que l'administration peut apporter cette même qualité d'expérience client à ses usagers. Ouais, d'autant qu'on le rappelle, dans l'objectif du plan Maroc numérique 2020, on veut créer in fine un portail unique citoyen, un site pratique pour le citoyen où justement il pourrait réaliser toutes ces démarches administratives. Ça serait déjà un vaste changement, a priori. Oui, tout à fait. Ça fait partie des chantiers que doit gérer l'Agence digitale de développement. Il y en a 14 et cette plateforme en fait partie. Effectivement, la possibilité de gérer toutes ces démarches administratives. L'objectif à la fin, in fine, c'est quoi? C'est de rapprocher le citoyen de l'administration. Et derrière ça, l'idée, d'ailleurs Sa Majesté en parlait de manière très subtile, c'est aussi de mettre fin à ce phénomène de corruption, de changer la relation qui existe aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier chantier, cette plateforme. Mais il y a d'autres chantiers qui sont tout aussi intéressants, notamment mettre en place une plateforme d'échange des données entre les différentes administrations. Et c'est absolument pas anodin comme chantier, parce qu'aujourd'hui, chaque administration gère ses propres données, que ce soit la CNSS, la DGI, l'OMPIC. Ils ont des informations, mais ne le partagent pas avec les autres. Ce qui fait qu'il n'y a pas de recoupement possible. Une entreprise avait plusieurs identifiants au niveau de ces différentes administrations. Avec la mise en place de l'ICE, c'est-à-dire l'identifiant commun, aujourd'hui, on est capable d'identifier une entreprise est représentée on est capable d'identifier chaque entreprise auprès de chaque administration. Et donc, l'idée, c'est de faire des rapprochements entre les différentes données et de déceler, par exemple,
les cas de fraude avérés. Par exemple, vous déposez un bilan auprès de l'OMPIC, vous en déposez un autre auprès de la DGI. En rapprochant les données, vous vous rendez compte que il y a eu un cas de fraude ou de fausses déclarations. Oui. Donc ça peut permettre aussi d'assainir un certain nombre de points en matière de déclaration fiscale. C'est vrai que le roi a réclamé dans son dernier discours d'automne de la session d'ouverture de la session du Parlement l'an dernier un nouveau modèle de développement. Le digital fait partie indispensable justement de ce nouveau modèle de développement, Frédéric Michel Chevalier? Oui, parce que on a eu l'occasion aussi d'en parler déjà à cette antenne. Le nerf de la guerre en matière de développement économique aujourd'hui, c'est la data. Donc ça veut dire qu'il faut que cette data soit digitalisée, partagée, qu'elle circule. Je pense qu'il faut, si on veut aussi permettre de nos innovations, il faut absolument développer l'open data. Il faut que ces plateformes digitales administratives s'ouvrent aux acteurs du privé, parce que ne serait-ce que dans l'accompagnement de la création d'entreprises ou de la vie des entreprises ou les fiduciaires, par exemple, le fait de pouvoir utiliser les plateformes et assembler ça dans des bouquets de services qui vont faciliter la vie de l'entreprise, c'est très très important. On peut trouver des applications innovantes aussi, je sais pas moi, il y a plein d'idées, j'en ai quelques-unes mais je vais pas les partager là, mais en tout cas sur ce qu'on pourrait faire en utilisant les données des mouvements aériens, créer des nouveaux services pour les passagers, ce qui sont autant de petites startups qui pourraient réussir. En France, par exemple, en matière d'open data, l'INSEE a mis à disposition des entreprises toutes ces données concernant les entreprises, une partie de ces données bilancielles, aujourd'hui libre à n'importe quel data scientist de reprendre ces données, de les compiler et d'avoir des informations qui seront très intéressantes en matière de dispersion du tissu économique français. Imaginons qu'on fasse la même chose demain, on aura une idée vraiment beaucoup plus précise de notre tissu économique, de là où il est situé, de quelles sont les problématiques qui sont soulevées et comment on pourrait y répondre. Ça peut apporter énormément de points positifs pour le développement de notre tissu économique. On imagine l'impact pour le développement économique si, imaginons l'OMPIC ou encore une partie de la data de la DGI plus le Haut Commissariat au Plan partager justement leur data. Alors le Haut Commissariat au Plan partage une grande partie de cette data. Ça peut être un facteur de création de start-up et d'innovation dans plusieurs domaines. Vous voulez parler tout à l'heure du domaine de la santé, Frédéric Michel Chevalier. La semaine dernière, dans le Grand Morning sur Atlantic Radio, on recevait un spécialiste justement de l'innovation dans le domaine de la santé. Il nous parlait de la télémédecine notamment comme levier pour répondre justement au manque d'accès et d'équité aux soins pour les populations du monde rural au Maroc. Ça, c'est un point pareil, essentiel pour une digitalisation de l'administration et l'innovation au service du citoyen. Bien sûr, parce que ne serait-ce que de manière anonymisée, mais là il faut se méfier parce que les nouveaux règlements sur les données personnelles risquent de bloquer ça. Mais simplement, moi, il y a la télémédecine, ça c'est pas nouveau et je crois qu'il faut la développer parce que ça permettrait justement d'avoir accès à des grands professeurs sur des cas un peu particuliers. En France, on va avoir le fichier unique par patient digital. Voilà. Mais derrière, avec du big data, en utilisant le génome, on peut anticiper un certain nombre de maladies aujourd'hui qui sont des pathologies lourdes et que l'on pourrait traiter en mode préventif de manière beaucoup moins coûteuse. Alors ça plaît pas forcément aux laboratoires pharmaceutiques, mais il y a des lobbies qui se manifestent contre ça. Mais je pense que dans le cadre du développement sanitaire du continent africain, il y a réellement là une solution et que quitte à investir quelque part, il faudrait investir massivement sur ce sujet. Il y a le fichier unique par patient qui permet donc qui va être digitalisé totalement d'ici la fin de l'année 2018 en France, qui permet d'éviter les allers-retours entre les différents services médicaux et donc d'accélérer le traitement des patients. Ça, c'est aussi une innovation qui pourrait être intéressante à développer peut-être. Ça existait déjà un peu avec la carte vitale. Oui, c'était un point de départ. Amélioré. Oui, et pour poursuivre sur le même sujet, aux États-Unis, on a beaucoup critiqué les GAFA, mais derrière, il y a aussi, ils peuvent apporter beaucoup de choses. Je pense notamment à Amazon qui veut se lancer maintenant dans la distribution de produits pharmaceutiques. L'idée, c'est quand même de casser les prix qui aujourd'hui aux États-Unis sont relativement élevés en matière de médicaments, et ça aura un impact évidemment positif en matière de remboursement des soins et des médicaments. Donc ça fera baisser la facture globale pour le contribuable américain. Digitalisation de l'administration, François, c'est ce que vous nous diriez ? Oui, de toute façon, c'est le préalable pour ce nouveau modèle de développement économique et on peut l'appeler de tout nouveau. Merci beaucoup, messieurs. Frédéric Michel Chevalier, CEO légal e-Services Maroc, Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque. À très bientôt. Vous restez avec nous. Dans un instant, les experts atlantiques, votre émission citoyenne avec Fessat Allaoui à 10h. Le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée à toutes et à tous.